Un écologue à la base, c'est quelqu'un qui fait de l'écologie. Et l'écologie, donc c'est une discipline scientifique dont les origines remontent, c'est toujours difficile de déterminer une origine précise, mais on va dire un siècle et demi, quelque chose comme ça. Et donc l'objectif des écologues, c'est tout simplement d'étudier le vivant, les organisations du vivant, les variations du vivant, mais à un niveau d'intégration relativement élevé. C'est-à-dire qu'on travaille essentiellement à partir de l'individu, mais surtout sur des groupes d'individus, donc des groupes d'individus, donc des populations, des groupes d'espèces, et puis on arrive évidemment jusqu'à l'écosystème, et maintenant même de plus en plus jusqu'à la biosphère. Alors, l'écologie donc se définit par un certain niveau d'étude, mais elle se définit aussi et surtout par une démarche, et par des mots-clés. En gros, il y a deux mots-clés qui définissent l'approche écologiste. Et oui, non, justement, pas écologiste, on va faire une distinction, moi je suis un peu les deux, donc c'est pas grave, mais écologique, c'est la notion d'interaction, à savoir que chaque élément de l'écosystème, qu'il soit vivant ou non vivant d'ailleurs, agit sur l'autre, modifie l'autre, et que du coup l'autre étant modifié, sachant qu'il agit lui-même sur le premier, eh ben, il change ses modifications. Et donc on a un système qui est tout le temps en train de changer, et dès que vous intervenez quelque part, forcément vous avez des effets sur l'ensemble, plus ou moins fort, plus ou moins vite, d'où l'idée qu'il faut toujours regarder l'ensemble. Et donc d'un certain point de vue, l'écologie c'est une science de fou, puisque nous ce qu'on veut c'est comprendre le grand tout. Voilà. Le grand tout, c'est-à-dire toutes les espèces en même temps, toutes les dimensions de l'environnement physico-chimique, donc c'est une science de fou. Mais du coup, pour s'y retrouver dans ce maquis d'interaction et d'acteurs, bah évidemment, on prend des paires de lunettes, autrement dit on prend des cadres théoriques, pour essayer de se définir finalement des fils conducteurs dans tout ça, sans renoncer à regarder l'ensemble. Alors je vais prendre un exemple pour être clair. Je sais pas, par exemple, moi j'ai travaillé longtemps sur le cycle de l'azote, donc j'ai regardé le cycle de l'azote dans l'écosystème. Donc j'ai regardé les différents organismes, les différents compartiments dans le sol, dans l'atmosphère, et comment tout ça agit l'un sur l'autre. Donc j'ai pris une vision partielle, hein, le cycle de l'azote, donc j'ai pris une paire de lunettes rouges. Donc j'ai vu le monde en rouge, en azote, mais j'ai vu le monde total. Et donc évidemment, pour arriver à s'approcher de la vérité du monde, bah, il faut prendre une paire de lunettes bleues aussi, une paire de lunettes jaunes, donc regarder le carbone, regarder la compétition, regarder, etc. Donc c'est ça l'écologie. Donc c'est une science qu'en fait très théorisée, très conceptuelle, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, parce qu'on a besoin de cadres intellectuels clairs pour se retrouver dans cette immensité de la diversité et de la variabilité. Donc le mot interaction, le mot théorie, et puis peut-être le dernier mot évidemment, l'évolution. Tout change dans le temps, selon en gros les principes de l'évolution darwinienne. Et donc tout changement évolutif impacte l'évolution des autres organismes. Donc c'est exactement ce que je disais avant. Tout changement, lent ou rapide, va engendrer des changements lents ou rapides sur certaines caractéristiques des organismes, héritables ou pas. Voilà. Donc interaction, temps long, évolution, ce qu'on appelle système complexe. Un système complexe, c'est un système avec plein de compartiments et plein d'interactions. Parfois, complexe, c'est synonyme de compliqué, mais en fait c'est faux. C'est compliqué tant qu'on ne s'est pas donné la peine, justement, de tirer des règles générales. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire, tirer des règles générales. Par exemple, pour être concret, y a-t-il un lien entre la diversité biologique et la stabilité et la productivité? Ben oui, sauf exception, il y a toujours des exceptions, il y a bien ce lien positif entre diversité et stabilité. Ce qui veut dire pratiquement, par exemple, si on veut adapter les forêts au changement climatique, même si on ne peut pas dire dans le détail qu'il faut jouer sur ça et ça, il y a par contre un principe qui est sûr, c'est jouer sur la diversité. Voilà ce qu'est l'écologie. Merci beaucoup. Et justement, quel est votre constat en tant qu'écologue là sur les dérèglements qui sont liés au changement climatique, enfin voilà, tout ce qui se passe en ce moment, quel est votre constat? Le constat, il est que, je vais reprendre une formule que j'utilise souvent, on entend souvent l'expression « nous allons dans le mur ». Pour moi, on ne va pas dans le mur, on est dans le mur, on est en train de s'écrabouiller sur le mur. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il y a le constat déjà du changement climatique, que tout le monde commence à percevoir quand même. Donc vous savez ça mieux que moi, on est à 1 degré
déjà d'augmentation de température moyenne. On va vers 3,5 degrés. Personne ne croit à la possibilité du 1,5 degré. Le dernier rapport du GIEC met bien les points sur les i. Oui, on peut aller à 1,5 degré, mais c'est un changement drastique et immédiat qui n'a aucune chance d'arriver. Et même si on respectait les engagements qui ont été pris en 2015 par les différents États et la progression prévisible de ces engagements, puisqu'en principe ces engagements seront révisés tous les 5 ans à la hausse, c'est quand même une démarche assez intéressante et assez efficace en théorie, mais même si ça marche, on n'arrivera pas à tenir ni les 1,5 degré, ni les 1,5 degré, déjà c'est quasiment réglé, on ne tiendra pas les 2 degrés, on ne tiendra pas les 3 degrés. Donc de toute façon, il va falloir faire des efforts énormes. On peut les faire parce qu'il y a des solutions technologiques, biologiques, ça les solutions, il y en a plein. Le problème, c'est les changements culturels, économiques, politiques. Et donc, pour relever un défi de cette taille collectivement, il faut avoir un sens poussé, un esprit collectif poussé et une intelligence politique qui, à mon avis, existe, mais qui ne s'exprime pas. Voilà, aujourd'hui, aucun chef d'État, enfin en France, on voit bien la situation, ose prendre les mesures qu'il faudrait prendre, parce qu'il se dit je ne vais pas être élu la prochaine fois. Donc on a un vrai problème à la limite démocratique, là. Donc ça c'est le constat pour le changement climatique. Pour la biodiversité c'est encore pire, si j'ose dire. Tous les indicateurs qu'on regarde, donc on les connaît, les indicateurs, c'est l'indicateur oiseau qui est établi à quelques mètres d'ici au Muséum d'histoire naturelle. Mais il y a le même indicateur au niveau européen, il y a des études sur les mammifères mondiaux, il y a la fameuse étude qui est sortie l'année dernière en Allemagne sur le déclin des insectes volants dans des zones protégées, donc 80% pratiquement en 25 ans. Bref, là aussi, il faut appeler un chat, si j'ose dire. Eh bien, on assiste en direct à un effondrement du vivant à une vitesse grand V. Donc on ne peut pas dire autre chose qu'on est arrivé à un point de rupture. On parle souvent de ces points de bascule. Je ne sais pas si on y est ou si on n'y est pas, mais ça en prend tout à fait l'allure. Est-ce qu'il y a un outil de mesure scientifique justement du point de bascule ou c'est encore un petit peu au doigt mouillé? Enfin, je ne peux pas forcément dire ça. Oui, en langage commun, on dirait c'est au doigt mouillé, c'est vrai. Théoriquement, on sait qu'il y a forcément des points de bascule parce que justement, on est dans des systèmes complexes. Et donc les systèmes complexes, par définition, ils n'ont pas une dynamique linéaire. Donc on sait qu'à un moment donné, des phénomènes s'accélèrent, à la hausse ou à la baisse. C'est ça qu'on appelle un point de bascule. Donc, il n'y a aucun doute, en termes, je ne sais même pas comment dire ça, en termes théoriques, de fond, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, prévoir les modalités de ce point de bascule et décider que ça va arriver à tel ou tel moment, ça supposerait d'avoir une maîtrise intellectuelle suffisante de notre système complexe, climato, écolo, sociaux, etc. Évidemment qu'on n'a pas. Mais par contre, il y a absolument, de façon certaine, des moments où tout s'accélère et où on plonge, enfin à la baisse ou à la hausse d'ailleurs, sur certains phénomènes. Voilà. Mais on n'est pas capable aujourd'hui de dire sérieusement ça arrive à tel moment. Pour éviter ce moment-là, vous parliez des solutions tout à l'heure. Quelles sont les solutions qui existent, qui justement, voilà, qui sont devant nous, que l'on peut utiliser, qu'on n'utilise pas pour l'instant? Les solutions, en gros, les grands problèmes environnementaux aujourd'hui, ils ont deux origines. La première, c'est la question énergétique, et la deuxième, c'est la question agricole. La question énergétique, c'est évident, la source d'énergie fait qu'on va émettre plus ou moins de CO2 et de gaz à effet de serre. Donc, il faut décarboner toutes nos activités, le transport, l'industrie, etc. Alors, les solutions, la première solution, qui a déjà été utilisée du temps du premier et du deuxième choc pétrolier d'ailleurs, c'est les économies à la source. Les économies d'énergie sont une source considérable pour décarboner l'économie. Évidemment, ça passe par les transports, ça passe par l'isolation des bâtiments, ça passe par la suppression de tout un tas d'emballages inutiles. Enfin voilà, c'est du bon sens. Tout le monde imagine, même dans sa vie quotidienne, comment faire. D'ailleurs, c'est assez intéressant. On voit de plus en plus d'épiceries à droite à gauche, ou même de centres commerciaux, qui commencent à vous proposer des produits en vrac. Vous venez avec votre petite boîte, vous chargez ça, mais on économise déjà 2 ou 3 emballages, parce que c'est souvent 2 ou 3 couches d'emballage. Donc il y a plein de choses pratiques. Mais après,
ces petits changements qu'on peut mettre en œuvre nous-mêmes ou qui concernent directement l'individu sont indispensables, mais pas suffisants. Il faut agir sur les grosses consommations d'énergie, donc sur les transports et sur l'industrie. Mais là aussi, les solutions, on les a. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi on ne parle plus de ce rapport qui est sorti en 2015 de l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. L'ADEME n'est pas peuplée de gauchistes, quoi, ou de rêveurs. On nous sort un rapport qui dit qu'on peut avoir 100% d'énergie électrique en France à partir du renouvelable en 2050. Bon, alors bien sûr, un spécialiste, il va aller regarder le rapport de près. Ah oui, mais là, quand même, ils sont un petit peu optimistes. Ou là. Bon, peut-être, mais la faisabilité de cette chose-là n'est pas à démontrer. Il faut y aller, prendre des mesures, accompagner une reconversion de l'industrie. Qu'est-ce qu'on fait? Rien sur le sujet. C'est quand même extraordinaire de voir que la première centrale solaire qui a été ouverte il y a un an ou deux, je ne sais plus, 100% de panneaux solaires chinois. Et ça choque personne. Donc, et c'est un bel exemple, il faudra passer au solaire, entre autres. La bonne solution, de toute façon, c'est la diversification. Ça, c'est clair. Le solaire n'est pas un miracle, pas plus que le nucléaire ou le charbon. Voilà. Mais on va faire ça comment? C'est-à-dire qu'au lieu de tirer un avantage économique de cette transition, on va accroître le déficit de la balance commerciale. Et ça, c'est terrible aussi. C'est un message à faire passer. Ce changement environnemental majeur peut être une opportunité pour reconstruire le monde. C'est pas la fin du monde ce qui arrive, c'est la fin d'un monde, ce qui est très différent. Donc il y a un monde à reconstruire derrière, et ceux qui s'y mettront tôt, ils gagneront en compétitivité, en force, etc., y compris sur le plan économique. D'ailleurs, il y a un pays qui a bien compris ça, c'est la Chine. Voilà. Pour le meilleur et pour le pire. Mais eux ont compris que l'avenir, il est sur le développement durable, et que s'ils y vont, ils vont gagner en puissance. Nous, apparemment, on continue à considérer les problèmes environnementaux, climatiques, biodiversité, etc., je vais rester correct, comme un enquiquinement. Et donc, quand j'ai les moyens, j'essaie de corriger l'enquiquinement. Quand j'ai moins de moyens, je corrige moins. Non, c'est aussi une opportunité pour reconstruire un avenir positif pour tout le monde. Je dis souvent aux étudiants ici que si on raisonne comme ça, je les envie. Parce que ça va être une période fantastique de création, tous azimuts, social, économique, technique, scientifique, tout ce qu'on voudra. Mais pour que ça devienne quelque chose de passionnant, de fantastique, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. C'est pour ça que moi je parle de catastrophe, oui. Nous sommes dans une catastrophe. On la regarde en face, on réagit et on en sort. C'est pas en faisant semblant, ou en restant gentil et poli, qu'on va y arriver. Ça, j'y crois pas. Justement, si la Chine devient un petit peu, enfin, pas moteur, mais elle s'est lancée là-dedans par rapport à tous les enjeux, je veux dire, ne serait-ce qu'en termes de population, etc., toute la puissance qu'ils doivent avoir, pourquoi nous, la question est très naïve, hein, mais pourquoi nous, on ne suit pas cet exemple-là? Alors que, soit voilà, on est moins nombreux, on est censé être plus développé économiquement, etc., pourquoi Alors, bon, moi je suis pas un politicien, donc j'ai pas une pensée très poussée là-dessus. J'ai quand même une opinion, qui se trouve que je connais un tout petit peu la Chine, parce qu'à un moment donné, j'ai piloté un petit programme du CNRS pendant quelques années sur le développement durable en Chine, donc j'ai vu un peu un début de compréhension peut-être de comment fonctionne ce pays. Un tout petit début, c'est quand même un pays très différent de chez nous. Je pense que... Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'ils ont compris que l'avenir était au développement durable. Pourquoi eux ont compris ça et d'autres moins, ça je ne sais pas. Par contre, je sais pourquoi ils sont en train de changer et pourquoi ça va être très rapide et très efficace. Et malheureusement, la réponse, elle n'est pas très positive là. C'est que c'est une dictature, tout simplement. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, face à la question environnementale, mais peut-être pas seulement face à la question environnementale, eh bien, on a un peu l'impression que les modalités de la démocratie telle qu'on la connaît sont inadaptées pour relever les grands défis de l'avenir. Et ça, c'est quand même un peu inquiétant. Et ça me rappelle, puisque j'ai un certain âge maintenant, des vieilles choses qu'on disait il y a longtemps. Les écolos militants disaient, mais si on ne change pas, si on ne s'occupe pas correctement de la question environnementale, alors on ira vers des périodes d'écofascisme. Et j'en suis absolument convaincu. Et à la limite, malheureusement, le fait que la Chine ait basculé
soit en train de basculer, plus exactement. C'est peut-être à rebours une démonstration. Alors bon, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a un tas de grandes villes dans le monde ou de régions qui s'engagent dans des transitions. Donc peut-être que quand même ce que je dis est un peu excessif. Mais c'est quand même frappant que ce soit un pays non démocratique qui s'engage à ce point-là et qui a compris, parce que la Chine, elle est engagée dans une course entre civilisations. J'ai entendu l'autre jour à la radio un député européen, alors je ne sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il a été ministre, ou même peut-être Premier ministre en Belgique à une époque, Guy Verhofstadt, quelque chose comme ça. Ouais, alors peut-être là, j'avoue. Bon, enfin voilà, je sais pas, je me rappelle plus, mais peu importe, à la limite. Mais bon, il expliquait sa vision de l'Europe, parce qu'évidemment, la question européenne est une autre question inquiétante. Et il disait, donc il faisait un commentaire sur les risques de morcellement de l'Europe, et il disait, mais dans l'avenir, on aura une planète peuplée d'empires. L'empire chinois, l'empire indien, etc. Donc voilà. Et est-ce que seuls les empires, qui sont forcément un peu plus drastiques, vont être capables de relever est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver, nous, de tirer parti de la démocratie, de notre capacité à gérer la diversité? Parce que moi, je suis écologue et je sais la valeur de la diversité. D'ailleurs, c'est le seul mot qui compte pour moi. Diversité, tous azimuts, partout. C'est la seule solution. Mais faisons la démonstration que la diversité est une richesse et pas un truc qui nous paralyse. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi on n'arrive pas à tenir ce langage. Bon, enfin, je sais pas, moi, quand je vais faire des confs à droite à gauche, en faisant que de la science, moi je montre des courbes, hein, je fais pas des confs avec des belles diapos en couleur, ça me barbe. Je suis scientifique, je montre des courbes arides, je les explique, je les commente, ça marche, avec n'importe quel public, franchement. Donc je piche pas où est le blocage. Alors, on va me dire, oui, mais si je mets une taxe supplémentaire, les gens vont pas voter pour moi. Ok, mais peut-être que c'est pas le bon discours. Il faut parler vrai, faire appel à l'intelligence des citoyens. Il y a toujours des réacs, des gens qui voudront pas comprendre, bien entendu. Mais je pense que la majorité, elle est tout à fait prête à comprendre, et tout à fait prête à faire un effort, si l'effort est partagé. Et n'oublions pas le titre de ce ministère créé par Hulot, Transition écologique et solidaire. Solidaire, c'est la condition de la transition. Si on n'est pas solidaire et équitable, c'est cuit. Alors là, il y a peut-être quelques progrès à faire. Évidemment, c'est solidarité ici, mais à l'échelon international. Pourquoi avoir répondu oui à cet appel à la constitution écologique et solidaire? Pourquoi je pense que cette approche sur la Constitution est une bonne approche? Peut-être pour voir ça, il faut faire un tout petit peu d'histoire. La question environnementale et le concept de développement durable. Et même l'histoire des Verts, en gros, en France, pour aller vite. Je vais faire ça encore de façon un peu caricaturale. Mais on a inventé le développement durable, on a dit il y a 3 piliers, il y a le social, il y a l'économique, il y a l'environnement. Très bien. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Finalement, c'est ce qu'a fait pour l'essentiel la branche, on va dire, politique du mouvement écologique. Et ça, c'est assez clairement lié à l'histoire de ce mouvement, puisque quand même, ce mouvement, il a des racines dans la gauche, et voire même dans l'extrême gauche. Et donc, on a raisonné selon la philosophie de la gauche, qui est une attention majeure portée à la question sociale, avec derrière le moteur économique. Et puis, on a rajouté l'environnement. Sauf qu'aujourd'hui, l'urgence de la situation, l'ampleur du défi à relever, me conduit à penser naturellement ce que je pense depuis longtemps, mais maintenant on peut le dire sans passer pour un ringard ou pour quelqu'un qui veut revenir à la bougie. Hein. Vous n'avez pas connu, vous, mais le bon temps du démarrage du programme nucléaire, où à pleine page de pub, hein, dans les journaux, le débat était posé comme ça, hein, le nucléaire ou la bougie. D'accord? Donc vous étiez un peu critique sur le nucléaire, c'est donc que vous étiez partisan du retour à Cro-Magnon. Bon. Mais donc aujourd'hui, c'est clair, vu la situation, c'est la question de notre préservation la question de la préservation de notre milieu de vie qui est la question numéro 1. Donc elle est en haut. Et en aval, on a l'outil économique et l'outil justice sociale pour préserver notre milieu de vie. Donc moi, c'est plus les 3 piliers, il y a un truc majeur, c'est la préservation de notre milieu de vie, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc tout doit venir en aval, c'est pas compliqué. Et l'économie doit devenir un outil, j'ai envie de dire presque technique, pour aller
dans une situation de préservation de notre milieu de vie. Et l'équité et la justice sociale à toutes les échelles, c'est une condition de faisabilité. S'il n'y a pas ça, les gens ne feront pas d'efforts s'ils n'ont pas le sentiment, et à la limite, on peut les comprendre, que c'est un effort partagé équitablement. Et là, évidemment, il y a des petits progrès à faire, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous pensez que voilà, l'intégration de ces mots à l'article 1, écologique et solidaire, va pouvoir faire bouger les lignes? Vous parliez justement de cet aspect de dictature écologique, plus ou moins, et de justement le besoin de repartir sur une vraie démocratie là-dessus. Oui. Est-ce que vous pensez que ça va faire... Oui, parce que pour moi, une constitution, enfin pour moi, pour tout le monde en principe, une constitution, c'est l'énoncé de principes directeurs auxquels on adhère. Une constitution, c'est pas un règlement intérieur. D'ailleurs, s'il y a eu des échecs sur la Constitution européenne, c'est parce qu'on nous a proposé un règlement intérieur de 250 pages, pas 10 pages de grands principes de civilisation sur lesquels on se met d'accord. Et donc, effectivement, ce principe, qui paraît en plus une évidence, qui a toujours été une évidence, mais qui maintenant est tellement visible et nous pète à la figure en quelque sorte pour tout le monde, qui est que la préservation du milieu de vie est un principe absolument fondateur d'une démocratie, au même titre que la justice sociale, ou les termes qui sont aujourd'hui employés dans la Constitution, dans le début du texte, dans la Constitution, dans le préambule, dans l'article 1, je ne sais pas où il faut... Après, je ne suis pas juriste, je ne sais pas où il faut mettre ça, mais en tout cas, il doit être tout à fait en haut, parce que oui, c'est un principe de construction d'une civilisation. Parce que il y a deux aspects. Il y a l'aspect milieu de vie, être capable de survivre sur cette planète. Oui, donc ça c'est un enjeu, j'ai envie de dire presque technique, quoi, je ne sais pas comment dire ça. Mais derrière, il y a un enjeu éthique aussi, qui se profile de plus en plus. L'humanité a-t-elle envie de sortir du monde vivant? Il y a une proportion de l'humanité de plus en plus forte, même si elle est très minoritaire aujourd'hui encore, qui se dit que sortir du monde vivant, c'est pas un problème. Hein. Bon, en gros, c'est les extrémistes, certains extrémistes de certaines branches du mouvement transhumaniste. À la limite, on va finir par mettre notre âme, notre esprit, je sais pas quoi, notre conscience sur un support informatique, puis ça va être réglé. Ouais, c'est de la folie furieuse. Mais à un moment donné, il y a ça aussi. Est-ce qu'on veut rester dans le monde vivant? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on est prêt quand même à partager un minimum avec le reste des êtres vivants? Donc, on peut avoir une vision, on va dire, c'est presque survivaliste, quoi, c'est-à-dire préservant notre milieu de vie, donc c'est une vision très matérielle, très technique. Et puis, derrière, il y a des enjeux éthiques. Alors évidemment, un scientifique, enfin surtout scientifique des sciences de la nature, son premier travail, c'est pas de se poser des questions d'éthique, et pour ça, il y a des philosophes, etc. Enfin, ceci dit, on est quand même un petit peu obligé d'y arriver. Et voilà, donc moi je pense que en tout cas, le programme minimum dans une insertion dans la Constitution, c'est juste dire que la préservation de la justice, la préservation des droits, la préservation du milieu de vie, oui, c'est à la base d'une civilisation digne de ce nom. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien de mettre ça dans la Constitution et de le mettre en haut, parce que maintenant, ça doit devenir le principe qui structure tout le reste. C'est pas un principe totalitaire, mais c'est un principe qui organise le reste. Après, on est en écologie, hein, donc il y a des allers-retours. Comme on parle, le mot entreprendre et liberté d'entreprendre est apparu, je ne sais pas où on en est, mais il me semble qu'il y avait des débats récemment là, sur un éventuel changement de la définition de l'entreprise, qui du coup aurait aussi un objectif social et puis environnemental. Ça serait bien que ça se fasse aussi, ça, parce que, mine de rien, bon, évidemment, on peut changer des mots et puis ça ne donne rien de concret. En même temps, je pense que ça ouvre un nouveau domaine, et je suis convaincu que même si un simple changement de définition, donc qui n'est pas contraignant, mais je suis convaincu qu'il y a des entreprises qui vont immédiatement comprendre que c'est dans leur intérêt, qui vont y aller, et qui pourraient engendrer un mouvement. Donc moi, je crois beaucoup au poids des mots et des idées. Parce qu'on pourrait dire, il y a un tas de gens qui vont venir, oui, on va rajouter l'environnement à la Constitution, finalement, ça change quoi? Si, ça change parce que ça ouvre, ça met sur la place publique un nouveau domaine de réflexion, qui peut se traduire par des actions, parce que ça ouvre justement un nouveau champ de jeu, et dans le monde de l'entreprise, éventuellement un nouveau champ de croissance, de notoriété et de compétitivité. Donc je pense que c'est ultra important. Finalement, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ça, c'est une ligne d'horizon. Moi je dis souvent, au fond, ce qui nous manque,
c'est des vrais politiciens. Un politicien devrait être quelqu'un qui a une image, qui est en tête, qui a une ligne d'horizon, qui a un projet. Il nous le propose, on dit oui, on dit non, et après c'est pas parce qu'on est une... Voilà. Moi, comment dire ça? Si on me dit, il faut aller à Rome, je vais aller à Rome. Mais je sais aussi qu'il y a plein de chemins pour aller à Rome. Et donc c'est là qu'on peut agir, qu'on peut être adaptatif, qu'on peut jouer sur tous les niveaux. Mais si on ne vous dit pas, je vais à Rome, mais vous ne savez pas où vous allez, vous tournez en rond, on se perd dans les détails, dans des discussions à dormir debout. Non, moi je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus. Vous pensez justement qu'au niveau européen, on peut avoir un moteur comme ça, une vision par rapport à notamment tout ce qui est en train de se passer. Enfin, vous disiez aller à Rome, on n'a pas spécialement envie d'aller à Rome en ce moment. Oui, mais voilà, et je veux dire, et notamment au niveau écologique, est-ce qu'il peut y avoir un moteur? Moi, évidemment, je crois que si je reprends justement l'image à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, on va avoir une planète peuplée d'empires. Seule l'Europe, enfin un minimum il faut une taille critique, quoi, si j'ose dire, pour pouvoir peser sur l'avenir de la planète. Et puis par ailleurs, l'Europe, elle a des atouts majeurs. Elle est une démocratie, même s'il y a des dérapages en ce moment. Mais quand même, en gros, on est construit sur des principes démocratiques, donc il n'y a pas tellement d'autres endroits dans le monde où on a ce même niveau de liberté, finalement. On est un continent qui est équipé, on est un continent qui est éduqué, on a investi dans l'éducation. Alors bien, on peut toujours être critique sur les défauts de notre système éducatif, on peut se lamenter avec le classement PISA, on voit que la France n'est pas terrible ou que ça régresse. Oui, d'accord, mais quand même, on a atteint un niveau, et donc on a une qualité potentielle du peuple européen qui est importante, sur laquelle on devrait pouvoir construire. Faire confiance, encore une fois, engager les citoyens là-dedans. Et donc moi, je suis aussi très inquiet de ce qui est en train d'arriver en Europe, pas seulement parce qu'il y a des gouvernements, des tendances extrémistes qui se mettent en place, mais aussi parce qu'il y a des tendances tout simplement à détricoter l'Europe, à repartir chacun de son côté. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. L'espèce humaine a été sélectionnée comme un animal social. Ce qui se passe en ce moment sur la planète Terre est unique dans l'histoire de l'humanité. Jamais on a eu à la fois un changement de climat, un problème de biodiversité, un problème d'énergie, un problème de ressources naturelles, et je n'ai pas parlé encore de l'agriculture, un pic démographique, un changement justement du centre de gravité culturelle du monde, c'est plus l'Europe qui a dominé le monde pendant, c'est l'Asie, etc. Donc ça n'est jamais arrivé. Qu'est-ce qu'on a tiré comme conséquence pratique en termes d'organisation de ce changement majeur du monde? Jusqu'à présent, le monde, il était constitué de compartiments étanches, il y avait des continents, des pays, donc ça allait pas bien à droite, pas grave, ça allait mieux à gauche. Mais là maintenant, on est un seul monde sur une seule planète, donc il n'y a plus de capacité de régulation. Sauf si effectivement, quelques endroits comme l'Europe, qui ont une certaine originalité, je pense quand même, en termes culturels, s'organisent pour tirer parti de leur diversité, justement, culturelle, et faire une force pour construire cette transition. Bon, c'est vrai que parfois on a un peu l'impression que l'Europe au quotidien est plus un système qui cherche à homogénéiser les choses qu'à tirer parti de la diversité. Donc là je pense qu'il y a une erreur de management, si j'ose dire, mais l'idée européenne, elle est inévitable, surtout quand on regarde notre histoire. Citez-moi un autre continent qui a autant de cadavres au mètre carré au XXe siècle que l'Europe. C'est ça d'abord l'Europe. C'est la garantie de la sécurité. Alors après, on peut être critique sur les modalités, c'est ce que j'ai dit avant. Mais on ne peut pas discuter sur l'idée européenne. Et je pense que, je suis d'accord avec le sens de votre question, l'Europe devrait être un moteur fantastique pour enclencher cette transition environnementale. Elle a les moyens financiers, techniques, tout ce qu'on voudra pour le faire. Et finalement faire exactement ce que font les Chinois, c'est-à-dire, oui, l'avenir sera durable ou ne sera pas, quoi, en gros. Bon. Et donc, si j'y vais, de toute façon, je serai plus fort. Ça serait bien qu'à côté d'une dictature, il y ait une démocratie qui essaie de faire la même chose en empruntant des voies différentes. Donc, bien sûr, le combat européen, il est... Et ce qui serait génial, c'est qu'après le choc émotionnel provoqué par la démission de Hulot, et je sais qu'il se passe des trucs, même si je ne suis pas ça de près, peut-être qu'il y a une espèce de mouvement de fond qui allie totalement cette transition écologique et le sauvetage de l'Europe. Moi, je trouverais que c'est vraiment... Ouais, ce serait ça, le sens de l'histoire, si j'ose dire. Parce que là, dans les deux cas, on est quand même confronté à une situation qui est très inquiétante. Et je pense qu'en plus, les jeunes générations, enfin, en tout cas ceux que je homme à la fac,
serais plutôt partant sur ce genre de choses. Sont plutôt mobilisés en effet, Ouais. enfin on le voit justement avec cet appel à la constitution écologique, ces 4 assos de jeunes notamment. Il y a en effet, on peut le sentir là, un mouvement de fond citoyen, on a vu les marches pour le climat, etc. Est-ce que le mouvement de fond, on a discuté aussi des entreprises, il y a aussi les entreprises qui ont un énorme rôle à jouer. Est-ce qu'il y en a certaines que vous aimeriez voir vraiment, en gros, je dirais se bouger vulgairement, mais répondre en tout cas à cet appel pour la constitution écologique et devenir moteur en quelque sorte aussi de ce mouvement? Bah, oui, je pense que c'est indispensable. Et je pense que si les entreprises ont une conscience suffisante finalement de leurs intérêts à moyen terme, ils vont se lancer là-dedans, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si on se lance là-dedans, et on a un tas d'exemples dans l'histoire récente, des entreprises qui se lancent dans cette transition écologique gagnent assez vite de l'argent. Ils vont même parfois, on l'a vu sur les pots d'échappement autrefois, vont être capables de générer des normes qui vont s'imposer à tout le monde, puis c'est eux qui seront en avance. Donc je pense que prendre de l'avance sur ce sujet-là, il faut le voir comme un investissement tout simplement, au sens le plus capitalistique du terme, si j'ose dire. Donc voilà. Et puis après, les entreprises, c'est quand même l'endroit où on passe l'essentiel de notre vie, quoi, parce que vous passez plus de temps dans votre entreprise que de temps dans votre lit, si j'ose dire. Donc la vie réelle, elle se fait dans l'entreprise. Donc il faut qu'on arrive à mettre en cohérence finalement le milieu de vie des citoyens engagés sur l'environnement et leur milieu de vie, c'est l'entreprise. Donc je pense qu'il y a un intérêt commercial, si j'ose dire, en termes de compétitivité, et puis tout simplement de rendre les choses vivables. Sinon, souvent on se retrouve placé, nous, dans des contradictions permanentes entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, donc c'est du banal. Ensuite, les entreprises, c'est quand même celles qui ont entre les mains les outils financiers, les outils techniques et une partie des outils d'innovation. Je reviendrai d'ailleurs sur l'innovation parce que je pense qu'il y a un enjeu majeur là. Donc c'est impensable d'imaginer que les entreprises ne soient pas de la partie. Après, ça ne veut pas dire, quand je dis ça, que je n'attribue pas une responsabilité quant à la situation de l'environnement au modèle économique dominant. Alors je ne sais pas s'il faut être pro ou anti-capitaliste. Le minimum, c'est qu'un capitalisme et une finance débridée sans aucun contrôle, ça, c'est pas possible. Et c'est ce système-là qui est en partie responsable de la situation actuelle. Donc il va falloir aussi changer de ce côté-là. Et ça va dépasser largement l'échelle de l'entreprise. Mais il y a une dimension politique classique, si j'ose dire aussi, dans ces histoires. Il s'agit de reconstruire quelque chose. Donc en fait, on va tous se transformer plus ou moins en entrepreneurs à différents niveaux et selon différentes modalités. Donc l'ADN de l'entreprise, normalement, doit conduire à se projeter dans l'avenir. Et l'entreprise, elle a quand même toujours plus ou moins un esprit un peu conquérant en termes de modalités d'action, mais même conquérant en termes de puissance. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse, là, c'est qu'on donne de la force à ce changement de civilisation. Et encore une fois, il y a des entreprises aujourd'hui, par exemple, j'ai plus en tête le nom, mais il y a quelques temps, j'avais assisté à une conférence sur l'urbanisme. Donc vous aviez une boîte branchée d'immobilier, plutôt de l'immobilier, un peu de luxe quand même, donc ils construisent des bâtiments biscornus, avec des endroits où les plantes peuvent s'installer spontanément, des oiseaux mettent leur nid, etc. Et puis ils font évidemment des toits végétalisés. Moi j'ai travaillé sur les toits végétalisés, donc ça m'intéresse. Enfin, les toits végétalisés, la plupart du temps, quand on les fait, sont de mauvaise qualité. Il y a un petit substrat minable qui ne joue pas du tout le rôle qu'on pourrait attendre, voire même des fois qui a le rôle contraire de celui qu'on attend. Bon, bref. Et alors là, l'entreprise, elle faisait des toits qui supportaient 1,60 m de substrat pour végétaliser. 1,60 m de sol. Mais le profondeur moyenne du sol en France, ça doit être 1 mètre, quoi, quelque chose comme ça. Donc là, c'était presque mieux que la nature, si j'ose dire, d'un luxe fou de ce point de vue-là. Et donc évidemment, ça coûte de l'argent. Mais que disaient les entrepreneurs? Mais ils disaient, mais on s'en fiche. Avec ça, on gagne de la notoriété, on va encore mieux. Voilà. Et donc c'est possible, puisque certains ont compris et font de l'argent, et donc accélèrent le mouvement. Alors l'autre aspect important, évidemment, qui doit être pris en compte quand on construit une transition environnementale, ou quand on souhaite modifier une constitution pour graver bien ça dans le marbre, c'est évidemment à la base, bien sûr, ce qu'on a oublié, c'est qu'on est sur une planète finie avec des ressources finies. Beaucoup d'étudiants, voire même d'élèves au lycée, font des manips, où on cultive des bactéries dans une boîte de pétri,
Donc un univers fini. Alors on voit les bactéries qui se développent à toute vitesse, hein, exponentielle, puis après ça retombe tout aussi vite. Voilà. Donc la croissance matérielle indéfinie n'est pas possible dans un monde fini. Alors, comment on s'en sort? Alors il y a la réponse habituelle, moi qu'on m'a fait 50 fois, plus que 10, 50 fois, 500 fois, 1000 fois. Ah mais t'as rien compris, il y a l'innovation qui supprime les limites. Pas du tout. L'innovation, elle ne supprime pas les limites, éventuellement elle les réduit, ou elle les retarde, ce qui veut dire qu'en fait, quand on tombe dessus, elles sont encore plus drastiques que si on les avait intégrées en amont. Donc il y a bien cette question. Alors comment on la règle? Je pense qu'il y a deux possibilités. La première, évidemment, c'est tout ce qui est recyclage et efficience d'usage de ces ressources. Franchement, même en agriculture, il y a une efficience qui n'est pas si terrible que ça. La preuve, pourquoi on a la pollution des rivières, des nappes d'eau, pourquoi on a l'eutrophisation sur les côtes? Parce qu'une partie de ce qu'on met dans les champs fiche le camp. Donc ça, c'est une perte économique, c'est une perte de ressources, un gaspillage, et en plus, c'est une source de pollution. Donc ça, c'est complètement idiot. Donc on essaye aujourd'hui de régler ça avec une agriculture de précision. Évidemment, c'est au cœur des préoccupations en agroécologie. Mais donc, tout ce qui est recyclage est vraiment une approche à développer. Sachant que quand même, le recyclage, il consomme de l'énergie, il consomme de l'espace, voire des fois, il consomme des matériaux. Donc c'est pas non plus une réponse magique. Et après, l'autre réponse, j'en vois pas d'autre, hélas, enfin hélas, peut-être pas, c'est la réduction de la consommation matérielle. Il faut que globalement, on ait une décroissance, je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais tant pis, il doit y avoir une décroissance globale, planétaire, décroissance donc de la consommation matérielle. Donc ça veut dire qu'il y a des zones où on a encore droit évidemment à une croissance, parce que là on n'est pas dans des conditions de confort, entre guillemets, ou simplement de vie acceptable. Et il y a d'autres endroits où on a une marge beaucoup plus forte, évidemment c'est les pays riches, et nous on doit maintenant diminuer notre consommation matérielle pour permettre cette décroissance globale et permettre la croissance dans d'autres parties du monde. Là aussi c'est un problème tout simplement de solidarité. Mais c'est pas un drame la décroissance matérielle, parce que derrière le mot décroissance matérielle, il peut y avoir justement cette question de l'efficience. Donc ça c'est une modification des circuits de distribution, modification de technologie. Donc là, ça peut être compatible avec finalement pas mal de caractéristiques de notre civilisation actuelle. Et puis décroissance matérielle, ça peut vouloir dire aussi croissance qualitative. Il y a d'énormes champs de croissance qualitative. Après tout, on est une société de services, si j'ai bien compris. Donc, voilà, moi je pense qu'on ne peut pas échapper à un moment donné à cette question-là de la décroissance quantitative. Il y a le recyclage, mais le recyclage est parfois vu comme finalement une possibilité de continuer à faire n'importe quoi. Non, le recyclage, il a aussi un coût financier, un coût énergétique, etc. Et donc le mieux, c'est d'agir en amont, c'est-à-dire produire moins de déchets, etc. Et franchement, c'est facile. Quand même, quand aujourd'hui on vous dit « Ah bah oui, la France a repris, on est de nouveau à la hausse des émissions de CO2, comme d'habitude, c'est lié au transport, et notamment, en partie, pas seulement, mais en partie, parce que les gens se mettent à acheter des SUV plus lourds qui consomment plus », je dis « Mais franchement, le citoyen, il est à côté de la plaque, mais les constructeurs aussi, quoi. » Enfin, ça, c'est pas possible. On peut avoir des voitures plus légères. Moi, j'ai une petite voiture, hybride en plus, vous voyez. Ça permet de me racheter un tout petit, à bas prix, un peu de conscience, de bonne conscience. Mais enfin, c'est aberrant, quoi, ces histoires. Donc voilà, c'est typique. On peut consommer moins de voitures en termes de tonnes de ferraille et de carburant, tout en ayant des voitures. C'est ce que j'appelle améliorer l'efficience. Alors, il faut absolument changer le statut de l'agriculture, puisque aujourd'hui, l'agriculture est en gros contributeur pour à peu près un quart, en France en tout cas, sur les émissions de gaz à effet de serre, et surtout, elle est toujours aujourd'hui considérée comme la première activité humaine qui est responsable de la chute de la biodiversité, tout simplement parce que l'agriculture consomme des surfaces, des habitats, et diminue les quantités de nourriture disponible, les lieux de nidification ou autres. Donc ça, c'est clair et c'est net. Et ça se comprend, puisque à l'échelon mondial, les surfaces agricoles, c'est un tiers des surfaces continentales, installées naturellement dans les zones les plus productives,
Donc en fait, l'impact relatif sur la planète, c'est plus qu'un tiers, quoi. C'est bien supérieur à ce qu'on pourrait attendre quand on regarde la surface. Là-dessus, il y a à peu près 2 tiers de ce tiers qui est consacré aux prairies. Donc les prairies, ça peut avoir un intérêt parce que ça peut avoir un effet positif sur la biodiversité. Ça peut aussi, en tout cas au niveau des sols, séquestrer des quantités importantes de carbone. Mais c'est des prairies d'élevage, hein, évidemment, donc pour faire de la viande. Et après, sur les terres labourées, vous avez finalement sur le tiers, hein, sur les 33% des surfaces continentales, il y en a 4 qui servent, un peu plus de 4% seulement, qui servent à la production de nourriture directement pour les hommes. Après, vous en avez autant qui servent à la production de nourriture pour les animaux d'élevage, de nouveau, le soja, etc. Et puis de plus en plus, entre 1 et 2% actuellement, qui servent à la production de molécules pour la chimie, de molécules pour faire des biocarburants, etc. Au passage, le biocarburant, c'est pas forcément non plus une solution miracle. Bon. Donc on voit bien que ça ne peut pas continuer comme ça, et d'autant que les prédictions de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, c'est à peu près, selon les produits, 50% en moyenne d'augmentation de la production agricole d'ici 2050, hein, c'est demain. Donc c'est pas la peine. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a plus de monde à nourrir, il y a plus de gens qui se nourrissent bien, et ça c'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre eux, et puis il y a ces histoires de production de bioénergie, etc. Donc c'est pas tenable. Donc il faut changer radicalement. Et donc c'est là qu'on arrive à ce qu'on appelle l'agroécologie, et parfois jusqu'au concept que moi j'aime beaucoup, d'agriculture écologiquement intensive, qui est un concept qui a été popularisé en France par Michel Griffon, qui était à l'origine un économiste, je crois, un agronome, en tout cas, du CIRAD. Et donc ça, c'est simplement basé sur l'idée qu'on ne peut pas renoncer à l'intensivité de l'agriculture, au mètre carré, à l'hectare. Parce que si on renonce à l'intensivité, eh bien ça veut dire qu'il faut augmenter les surfaces. Et donc ça vient, choc frontal évidemment, par rapport à la biodiversité. Donc ça, c'est pas une bonne solution. Alors, ça peut paraître bizarre qu'un écologue dise ça, mais là, du coup, je me base, moi, sur mon expérience. Il se trouve qu'en tant qu'écologue, j'ai travaillé sur des systèmes dits naturels, ce qui ne veut rien dire, mais bon, en Afrique de l'Ouest, dans des conditions climatiques et des conditions de sol terribles, où d'ailleurs, des études agronomiques qui remontent aux années 60 disaient valeur agronomique nulle. Sauf que nous, quand on arrive et qu'on mesure la productivité biologique de ces milieux, on tombe sur des records. On est quasiment sur les milieux les plus productifs du monde. On produit 30 à 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an. C'est bien plus que la Beauce. Tout ça sur un sol sableux, avec un feu de brousse tous les ans, une période de saison sèche de 3 mois, etc. Donc là, la production, c'est de l'herbe, hein, en l'occurrence. C'est des savanes. Et donc, on se dit, mais comment est-ce possible d'avoir une productivité aussi élevée depuis au moins 18 000 ans dans ces conditions? Alors, on a étudié ça. Et on a trouvé un tas de trucs extraordinaires, des liens particuliers entre les plantes et la microflore du sol, certaines propriétés physiologiques des plantes qui ont été sélectionnées par la mécanique évolutive pendant des périodes très longues, très probablement, une architecture des plantes particulière, une distribution spatiale des plantes particulière, une association, par exemple, entre les arbres et les herbes. Les herbes aide à la nutrition des arbres sur certains éléments, et vice-versa. Enfin bref, un tas de propriétés fantastiques qui nous amènent à la conclusion, nous, en tout cas, quand on compare les principes actuels de l'agriculture intensive avec ce qu'on croit comprendre, en tout cas, de la productivité, de la durabilité et de l'efficience d'usage des ressources dans ces milieux dits naturels, mais très contraints. Le feu, ça veut dire qu'on exporte de la matière, hein, comme dans une parcelle agricole. Eh bien, si je compare les principes de ces deux systèmes, j'arrive à la conclusion que les principes de l'agriculture intensive sont faux. Donc, soit je me trompe. Si je ne me trompe pas, ça veut dire qu'on est dans une situation qui ne va pas du tout, mais en même temps, qui nous donne un potentiel de changement monumental. Et il commence à y avoir des travaux là-dessus, y compris à l'INRA, et ces travaux vont dans le sens des prédictions des théories écologiques. Exemple, ça a été fait en Chine il y a longtemps, c'est en cours actuellement sur le blé en France. Si vous mélangez des variétés, alors soit vous les mélangez complètement, comme dans l'expérience qui est en cours en France, soit vous les mélangez pas complètement parce que des fois la maturation, la hauteur des grains n'est pas la même, donc ça pose un problème
de mécanisation de la récolte. Vous organisez tout simplement des bandes parallèles des différentes variétés. Et bien, dans ce cas-là, par exemple, vous supprimez quasiment 100% de l'infestation d'un champignon pathogène dans le cas du riz sur des cultures chinoises. Soit sur l'expérience en cours, là, une meilleure résistance également aux maladies ou à la sécheresse tout simplement. Et ça, c'était prévu par la théorie écologique. Donc on voit qu'on peut garder une agriculture productive qui copie la nature, et qui s'inspire de la nature, et qui du coup a des impacts beaucoup plus faibles. Par exemple, quand on joue sur la distribution spatiale des plantes, on améliore le recyclage des éléments nutritifs. Donc on est amené à diminuer les fertilisants. Si vous avez de l'hétérogénéité génétique dans votre parcelle, vous freinez mécaniquement, tout simplement, la propagation des parasites, parce qu'un parasite, il va tomber sur un épi résistant, et bien il va falloir qu'il passe par-dessus, qu'il saute par-dessus. Rien que ça va freiner sa propagation. Donc en fait, c'est tout bête à la base, et ça marche. Donc on peut basculer sur une agroécologie. Donc l'agroécologie, ça va depuis l'agriculture biologique jusqu'à l'agroforesterie, voire des systèmes intensifs, qui restent quand même, c'est vrai aujourd'hui encore, à inventer, mais les premiers essais collent assez bien. Donc il y a un potentiel énorme, et ça serait quand même bien que l'agroécologie, enfin que l'agriculture, pardon, ne demeure pas une catastrophe écologique, parce qu'aujourd'hui c'est quand même fou d'avoir transformé en catastrophe écologique l'activité humaine la plus importante de toute, la production de nourriture. Et puis après, il y a des changements de régime. Forcément, la diminution de la consommation de viande, pour des raisons également écologiques au sens scientifique du terme. C'est la théorie des réseaux trophiques, tout simplement. Moi, je ne rentre pas dans le détail. Si vous consommez de la viande, vous consommez 5 à 10 fois plus d'espace pour produire 1 kg de protéines dans la viande que pour produire 1 kg de protéines dans le végétal. Donc, sans forcément obliger tout le monde à devenir vegan ou je ne sais quoi, la réduction de la consommation de viande est évidemment un outil facile à mettre en œuvre pour réduire l'impact de l'agriculture. La réduction, ça veut dire, et on retombe sur un mot qui est important, c'est la transition. Ce qui est difficile aujourd'hui avec l'agriculture, c'est que finalement on a été un peu injuste, peut-être, avec le monde agricole. Au sens où les agriculteurs, ils ont rempli le contrat. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été une stratégie. On leur a dit, faites de la nourriture pas chère en masse. Parce que si vous faites de la nourriture pas chère, vous payez les ouvriers dans les usines pas chères, et donc vous êtes compétitif à l'international, tout simplement. Et donc les agriculteurs, ils ont fait le job. Et puis, effectivement, à partir des années 80-90, on aurait dû commencer à comprendre que cette obsession de la productivité avait, comme il se doit, puisqu'on est dans un système, des effets collatéraux à tire-larigot qu'on n'avait pas envie d'avoir. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu commencer à changer l'agriculture, que les gouvernements auraient dû intervenir, que les institutions de recherche aussi auraient dû intervenir, ceux qu'elles n'ont pas fait. Et aujourd'hui, du coup, ils se sentent coupables, accusés de tous les maux, donc évidemment, pas mal d'entre eux sont braqués, mais je les comprends. Et le deuxième problème, c'est que la transition vers le bio ou autre, eh bien, ça correspond à une baisse de revenus pendant un certain temps. Et beaucoup d'agriculteurs sont déjà dans une mauvaise situation, et donc ils souffrent pour cette transition. Et ça, c'est pas juste. L'erreur agricole, c'est une erreur collective. Et on n'a pas à faire payer une erreur collective à quelques individus. Donc il faut que la collectivité aide à cette transition, la rende la moins lourde possible. Et là, il y a les moyens. Quand on sait que 30 à 40% des revenus des agriculteurs en France, c'est les crédits européens de la politique agricole commune, il suffit, si j'ose dire, de réorienter plus fortement, ça a déjà été fait en partie, mais on peut réorienter encore plus les subventions agricoles pour rendre cette transition facile. Et là, l'argent, les milliards coulent à flot. L'argent n'est pas un problème dans ce cas-là. Et franchement, en tant qu'écologue, scientifique, alors pur et dur, bête et méchant, si j'ose dire, moi je vous dis qu'il y a un potentiel d'innovation vers l'agroécologie qui est colossal. Et là, d'ailleurs ça commence à droite à gauche, et les premiers résultats sont ultra encourageants. C'est une quasi-certitude, quoi. Là, quand vous parlez de ces innovations-là dans l'agroécologie, c'est typiquement par exemple ce que vous disiez par rapport au mélange, etc., oui. À la diversité. Il y a d'autres exemples que vous pouvez nous citer Alors il peut y avoir par exemple de faire évoluer la gestion des résidus de culture pour restocker du carbone dans les sols, parce que quand on regarde les bilans historiques des émissions de carbone dans l'atmosphère, l'agriculture est un fort contributeur.
pas majoritaire, hein, l'industrie, là, pour le coup, est majoritaire, et les transports. Mais la responsabilité de l'agriculture n'est pas négligeable. Et c'est quand même embêtant de perdre du carbone dans les sols agricoles, parce que d'abord on émet du CO2, mais on perd de la fertilité, ce qu'on est obligé de compenser par plus de nutriments, etc. Donc on est dans un cercle vicieux. Et on peut, en changeant les modalités de gestion des résidus, par exemple les pailles, on peut arrêter l'émission de CO2, et donc arrêter la perte de fertilité, voire, ça c'est des travaux qu'on a menés au laboratoire ici, dans mon équipe pour le coup, là, on peut réaugmenter la fertilité des sols, et faire que les sols agricoles deviennent des puits de carbone au lieu d'être des émetteurs de carbone, avec des changements de pratiques assez marginaux. Donc, ils ne devraient pas poser de problème technique majeur, et non plus pas de révolution culturelle majeure. Donc, voilà, il y a des possibilités comme ça. Les alternances de culture, ce qu'on pratiquait autrefois de façon traditionnelle, sont un moyen aussi de limiter, évidemment, la prolifération de parasites, parce que les parasites, ils sont souvent liés à une espèce, et si l'année d'après, il n'y a plus l'espèce, ben leur population redescend, tout simplement. Voilà, on peut, en remettant des bancs enherbés, en recréant un paysage mosaïque, en mettant éventuellement des à droite ou à gauche, on peut également entretenir des animaux, des invertébrés, des insectes qui peuvent être des auxiliaires de culture. Il faut être honnête, on peut aussi éventuellement avoir des espèces qu'on n'a pas envie de voir. C'est pas aussi simple que ça de jouer sur ce niveau-là. Mais il y a vraiment plein de possibilités. Donc ça, c'est pour la partie plus, on va dire, campagne. Justement, oui. que va-t-il en être de l'innovation en ville, les innovations écologiques? Alors, c'est la grande question du retour, entre guillemets, de la nature en ville. Enfin, c'est le premier niveau, en tout cas, d'une écologisation de la ville. Alors ça, c'est pareil. Il y a des aspects très concrets, très techniques, si j'ose dire, et puis des aspects peut-être plus culturels. Sur les aspects très concrets, il suffit de regarder des cartes qu'on trouve sur Internet facilement, hein, des thermographies, on voit la température à la surface, la température de l'air. Vous regardez Paris, par exemple, pendant la période de canicule de 2003, c'est disponible sur l'Institut d'architecture et d'urbanisme de la ville de Paris. Entre le bois de Vincennes et le centre de Paris, en moyenne, enfin non, à 6h du matin, pardon, pendant cette canicule, on avait 8 degrés de différence. Et donc on voit bien que là où il y a de la végétation, on a un air qui est plus frais, et là où il n'y en a pas, on a un air qui est plus chaud. Donc ça c'est pour des raisons de couleur du substrat, c'est pour des raisons d'évaporation plus ou moins fortes. Évidemment quand il n'y a pas de végétation, il y a moins d'évaporation. Et donc évidemment, utiliser l'outil végétal comme un outil d'adaptation au changement climatique, donc soit à ces extrêmes de température, soit tout simplement en jouant sur la moyenne, eh bien ce sont des outils efficaces. La moyenne, c'est quoi? C'est le fameux îlot de chaleur urbain. Dans les villes, il fait tout le temps entre 2 et 4 degrés supplémentaires en moyenne que dans la périphérie. Bon. Et puis quand on a une canicule, le nombre de jours de canicule et l'intensité des canicules, évidemment, il est plus fort sur les villes, puisqu'elles ont déjà gagné en température, si j'ose dire, que sur la périphérie. Donc l'outil végétal est extrêmement efficace. Pour refroidir un bâtiment, on peut le peindre en blanc, on peut faire des toits végétalisés, on peut faire des murs végétalisés, et là, on a des gains de température qui sont considérables. On diminue vraiment le flux entrant de chaleur de façon considérable. Et ça se voit, il y a eu des études aux États-Unis sur des bâtiments à New York, mais ça remonte aux années 90, c'est pas une découverte non plus, hein. Avec des gains économiques de 10, 15, 20% en chauffage et en climatisation. Voilà, donc ça veut dire que ça fonctionne. Après, il y a la gestion de la température de l'air ambiant. Les végétaux, qu'ils soient sur les toits, qu'ils soient des arbres dans les rues ou autres, contribuent au rafraîchissement de l'air. Alors par l'évaporation, dont je parlais tout à l'heure, et puis là, vous voyez, on réinvente un truc fantastique. On s'aperçoit qu'il fait moins chaud à l'ombre qu'en plein soleil. C'est quand même génial comme découverte. Donc, mais c'est ultra important en termes quantitatifs. Et puis il y a une action également sur la gestion de l'eau. La gestion de l'eau en ville quand il pleut, sachant qu'il va y avoir de plus en plus d'épisodes pluvieux, en tout cas de plus en plus intenses, ça c'est sûr. Sur le nombre, peut-être un peu plus encore, enfin il reste... Le consensus scientifique n'est pas complètement clair, mais sur l'intensité, oui, là il y a eu un consensus. L'intensité va augmenter. Donc on va avoir de plus en plus d'épisodes d'inondation liés au ruissellement en ville. Je ne parle pas de ce qui se passe dans les rivières ou dans le bassin versant. Je parle vraiment de ce qui se passe dans la ville. Bah oui,
La ville, elle est bitumée, elle est imperméable, donc l'eau ruisselle au lieu de s'infiltrer. Alors c'est embêtant parce que ça fait des débordements des installations de drainage, ça peut compromettre les installations de traitement des eaux usées. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il pleut trop? On coupe l'accès de l'eau aux installations de traitement de l'eau, donc ça part dans la rivière, donc ça fait un épisode de pollution. Et puis cette eau qui n'est pas infiltrée dans le sol, c'est une eau qui va manquer aux arbres pour évaporer, justement. Donc finalement, on a des arbres qui peuvent contribuer de façon significative aux diminutions de la température de l'air, aucun problème, mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose à évaporer. Donc la réinfiltration de l'eau dans le sol urbain, c'est peut-être pas partout. Parce qu'effectivement, si vous avez le tableau de votre grand-mère dans votre sous-sol, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir un sous-sol humide. Bon, faut peut-être pas non plus tomber dans les extrêmes non plus. Mais tout ça, ça se raisonne. Dans la diversité, il faut voir ça à petite maille spatiale, quoi. Mais c'est très efficace en termes de rafraîchissement de l'air. Et ce que moi j'essaie de faire comprendre des élus, par exemple, c'est que quand on plante un arbre dans les rues, on fait une politique de santé publique. Vous préservez des vies. Il peut y avoir une production en ville, au sol, c'est évident. Après, ça dépend, est-ce que le sol a été pollué par des activités antérieures, etc. Bon. Mais du coup, c'est de la production sur place. On voit bien l'avantage en termes de transport, d'activité, et c'est souvent d'ailleurs aussi une dimension sociale très forte dans ces activités-là, donc c'est pas négligeable du tout. Et puis ça fait un contact direct avec la nature. Et la nature en ville, elle a un rôle pédagogique très important. On est dans un drôle de paradoxe. Tout le monde est convaincu, enfin tout le monde, non hélas, mais beaucoup de gens sont convaincus qu'aujourd'hui, l'enjeu c'est de réconcilier les dynamiques humaines avec les dynamiques de la biosphère. Il y a même une branche de l'écologie aujourd'hui qui s'appelle l'écologie de la réconciliation, hein, c'est quand même extraordinaire. Donc, et on doit faire ça au moment où, en France, on a 75%, je crois officiellement, voire un peu plus, de la population qui est urbaine. De toute façon, ça va être une règle mondiale. Donc, il faut se rabibocher avec la nature au moment où on ne voit plus la nature. C'est quand même... ça complique les choses, hein, et certaines personnes ont théorisé là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'extinction de l'expérience. Vous n'avez plus l'expérience de la nature. Donc du coup, elle n'existe plus, si vous ne la voyez pas. Donc, remettre de la nature en ville, c'est remettre un contact de la nature et la majorité des habitants de la planète. Et donc c'est pour ça que la qualité de ce qu'on fait dans la ville, on peut faire une fausse nature, hein, on peut faire des murs végétalisés sous perfusion de nitrate, le consommateur d'eau attire l'arigot, c'est joli, pourquoi pas d'ailleurs, ça peut se défendre, il y a un aspect esthétique aussi, mais c'est une fausse nature. Donc il faut absolument remettre de la vraie nature dans la ville pour éviter les malentendus. Et d'ailleurs, vraie nature, ça peut vouloir dire bénéficier de beaucoup d'avantages, puis peut-être de temps en temps avoir un petit problème, quoi. Peut-être qu'on va avoir un jour un nid de bourdon dans le mur végétalisé. Bon, on l'enlève. Peut-être que si on met des mares, on va avoir quelques moustiques. Enfin, il suffit de mettre des poissons marqués dans la mare pour éviter les larves de moustiques. Donc, il y a aussi parfois quand même des solutions. Mais voilà, je pense que cette qualité de la nature en ville, elle est importante. Alors, donc l'agriculture, pour en revenir à l'agriculture, c'est un contact direct. Il y a les saisons, il y a des maladies, ça pousse pas, on se pose des questions. Dans quoi je les fais pousser ? Et donc, par exemple, l'agriculture urbaine, si on arrive à la réinsérer dans le cycle local du carbone organique, donc le compostage, etc., ça peut devenir extrêmement intéressant. Ceci dit, il ne faut pas rêver, ça sera des petites surfaces, voilà, donc ça ne va pas régler la question agricole, mais ça peut y contribuer. Alors je crois qu'il me semble justement que c'est à New York qu'il y avait une étude qui avait été faite là-dessus. On arrivait, je crois, à quelque chose comme une production de l'ordre de 4% de légumes, par exemple, par rapport à la consommation locale. Donc c'est monstrueux, mais ça existe, ça se fait, et ça a d'autres vertus. Après, où je suis un peu plus inquiet, c'est quand je vois ce que j'appelle moi des délires. On va se mettre à construire des tours avec des éclairages artificiels, on va mettre des légumes à tous les étages, peut-être même on va finir par empiler les vaches, je sais pas, parce que, bah oui, on va pouvoir faire 4-5 récoltes par an, et donc là on retombe dans le travers habituel. C'est-à-dire, bon, déjà, le bilan environnemental de ça, il va falloir regarder. Et puis, si vous faites 3-4 récoltes par an, c'est de l'intensif. Donc, on dit, ah, mais oui, mais on va recycler parce que les eaux usées, il va y avoir des poissons, je sais pas quoi. Enfin, non, ça marche pas. En écologie, le recyclage à 100% n'existe pas. Il y a des pertes déséquilibrées, en plus, qu'il faut donc compenser. Et puis, si vous faites des grandes cultures homogènes, dans les mêmes conditions, vous allez chercher à maximiser. Donc, vous allez prendre des clones. Donc, ça, c'est génial pour les parasites et pour les maladies. Donc, finalement, là, sous cette histoire-là, l'agriculture urbaine, on retombe
dans le grand problème actuel, c'est que quand on veut utiliser le vivant, eh ben on n'a toujours pas compris qu'il était vivant le vivant. C'est-à-dire qu'il est dans un système, une fois de plus, et qu'il est évolutif. Et si vous voyez le vivant juste comme une machine qui vous produit le truc que vous attendez, eh ben c'est sûr que vous allez avoir des ennuis, d'une part, et d'autre part, générer des effets collatéraux, pas forcément explicites, pas forcément prévus, qui vont pas. Donc ça, moi, je suis assez critique sur ces histoires-là. Bon, faire pousser des champignons dans des caves sans lumière, ça va, il n'y a pas de souci. Les champignons sont faits pour ça. Mais pas des légumes, et encore moins des produits animaux dans cette manière. Donc moi, je suis assez critique sur ce truc-là. Ça ressemble un peu à des grands délires. Je suis un architecte branché, je fais des fermes verticales. Bon, il y a tellement de place pour faire des fermes horizontales. En plus, n'oublions pas qu'autour de la ville, il y a un territoire. Il faut le gérer, ce territoire. Et donc, comment on le gère si on n'a pas d'agriculteurs? Et donc, l'idée, ce serait plutôt, par exemple, la question agricole en urbain. Par exemple, si vous prenez l'Île-de-France, est-il bien raisonnable et utile de faire pousser du blé en Île-de-France, vu le prix des terrains, au lieu de faire pousser, par exemple, de revenir à quelque chose qui existait, des légumes, de faire du maraîchage de proximité pour l'agglomération parisienne, ou des arbres fruitiers, enfin j'en sais rien, mais les céréales, on peut peut-être les faire ailleurs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça aussi, ça pose la question, finalement, de l'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les villes et on a la campagne. Pour un écolo, ça tient pas debout. C'est pas fonctionnel. Ça serait peut-être intéressant de raisonner en termes de territoire fonctionnel et de voir comment on peut relier l'urbain au territoire extérieur agricole. Et je crois savoir que, par exemple, sur la ville de Paris, il y a des réflexions dans ce sens, où on essaie de contractualiser à long terme avec des agriculteurs pour faire un lien un petit peu, je vais dire organique pour le coup, avec le monde rural. Et ça, je pense que c'est une bonne approche, raisonner plus en termes de territoire de vie, finalement, que, au fond, de limites administratives qui sont liées à quoi? Ce qu'on voit, là il y a du béton, là il n'y en a pas, enfin c'est un peu idiot, quoi. Qu'est-ce qui me rend heureux? Sur la planète. En une phrase. Eh bien, ce qui me rend heureux, actuellement, alors, vous allez me dire heureusement, puisque je suis prof, et que je vois des étudiants, ce qui me rend heureux, eh ben, c'est les étudiants, actuellement. Parce que je trouve que depuis quelques années, de façon assez massive, ça existait avant, c'était des individus, mais là c'est assez massif, il y a un intérêt pour tout ça, qui est très fort, bon, c'est un peu normal vu qu'on en parle de plus en plus, mais surtout, je trouve qu'il y a une manière de penser qui est différente. Et il y a, bon, alors là c'est encore des paroles de vieux, mais il y a une vingtaine d'années, il y avait les gros titres dans les journaux, dans les magazines, la bof génération. Une jeune génération qui se fichait de tout. Voilà. Mais alors ça, c'est totalement terminé. Et aujourd'hui, on voit revenir, enfin c'est revenu, c'est pas on voit revenir, c'est établi maintenant, des gens, effectivement, jeunes, qui finalement ont une pensée politique. Il n'y a plus ce bof, je me fiche de tout. C'est majoritairement absolument pas le cas. Il y a des gens qui parlent, qui se posent des questions sur leur avenir. Il y a un tas de mouvements de jeunes sur ces choses-là. Il y a des initiatives de l'expérimentation tous azimuts. Vous avez même des jeunes tellement passionnés et inconscients sur le campus ici, qui ont monté une association pour que ce campus devienne un campus développement durable. Pour l'instant, on n'arrive même pas à faire leur recyclage de papier. Donc, vous vous rendez compte à quel point ils sont motivés et dans leur époque pour oser penser faire ça. Bon, j'exagère un petit peu, il y a des débuts d'initiative de l'établissement, mais pas grand-chose encore, et eux, ils vont mettre de la pression. Et donc, moi, ça me rend optimiste, parce que là, je vois des gens qui sont futurs au sens transition écologique réussie, compatibles, quoi. Voilà. Ils peuvent penser, gérer ça. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle sur les générations actuelles. L'autre truc qui me fait quand même plaisir aussi, c'est que finalement les vieux dont je parlais avant, si vous leur parlez directement, et si vous dites les choses simplement, sans les prendre pour des idiots, donc moi je suis scientifique, quand je parle, j'essaye de parler science, même si parfois je m'égare un peu sur des dimensions politiques, et ben ça marche, c'est reçu. Donc il y a une compréhension. Et donc on est peuplé d'êtres intelligents. Et je trouve qu'on devrait faire plus appel à l'intelligence des gens, prendre le risque de la confiance, ce qu'on n'ose pas faire. Et voilà, c'est ça qui me motive aujourd'hui. Finalement, c'est plus la dimension sociale, qui, je pense, est potentiellement à la hauteur pour relever les défis. Mais pour l'instant, c'est potentiel.
faudrait qu'on passe au réel. Merci. Je pense que c'est une belle question, Miss France, enfin une belle réponse qu'on va garder.